Merci de choisir Medi 1 pour vous informer. Bienvenue à ce nouveau numéro de Croissance verte. De plus en plus dans les zones urbaines et périurbaines, l'on assiste à l'aménagement de jardins, potagers et autres espaces agroécologiques, une façon de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations, de faciliter l'accès à des fruits et légumes et à moindre coût, de générer des emplois verts, de contribuer à l'amélioration du cadre de vie face aux effets du changement climatique, mais aussi de manger sain en cultivant ce que nous mangeons. C'est ce qu'ont compris beaucoup d'entrepreneurs qui ont décidé de se lancer dans l'agriculture urbaine. C'est le cas d'une dame dénommée Fatimata Talla, originaire de la banlieue de Dakar, la capitale sénégalaise. Fatima s'est lancée dans l'agroforesterie urbaine depuis plusieurs années. Avec son groupement composé d'autres femmes, elles produisent des fruits et légumes qu'elles transforment elles-mêmes, promeuvent l'agroécologie, sensibilisent sur les potentialités dont regorge l'agriculture urbaine et forment aussi d'autres jeunes sur l'agroforesterie et l'agriculture écologique. Quels avantages de l'agroforesterie et de l'agriculture urbaine? Comment ces jardins et autres forêts en milieu urbain peuvent contribuer à la lutte contre le changement climatique? Pour développer les réponses à ces questions, nous sommes avec M. Alioune Touré, agronome, consultant, fondateur de 221 Agri-Consulting. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci M. Sao, c'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Plaisir partagé. Place maintenant à notre reportage signé Eva Sagnan et Cheikh Ndaw. Dans un cadre accueillant, apaisé, le regard préoccupé, derrière ses lunettes, se cache encore un rêve, celui qui pourrait l'amener plus loin qu'elle s'imagine. Femme de développement, passionnée de la nature et respectueuse de l'environnement, Fatimata Talla, affectueusement appelée Gogo par les riverains de Pikine-Est où elle vit, est l'épicentre de ce site. C'est en 2014 que Fatimata décide avec un groupe de 30 femmes de se lancer dans le micro-jardinage. Ce après avoir découvert certains pays d'Afrique comme le Togo, le Niger ou encore le Mali, dans le cadre de sa profession de transformatrice de légumes et fruits avec ses camarades. Elle commence par produire ce qu'elle transforme dans cet espace qui jadis était un dépotoir d'ordures à ciel ouvert. Cet espace est là grâce à l'appui de Malal, mon frère, qui est aussi engagé que moi dans la lutte contre l'insalubrité à Guédiawaye. J'y gagne autrement dans ce que je fais car aujourd'hui, les fidèles catholiques comme musulmans vont prier en toute sérénité. Je n'y gagne rien financièrement, mais j'y crois. Je sais que ce rêve se réalisera. Je fais tout pour cet espace. C'est un travail très difficile. Je rencontre d'énormes difficultés dans ce que je fais. Parfois, on défonce la porte de mon jardin, mais je reprends courage et j'avance. Nous sommes arrivés ici en 1977 avec ma famille, mais ce quartier existe depuis 1972. Vous voyez, ce mur de l'école, qui est aujourd'hui un lycée, était un dépotoir d'ordures. Il était impossible d'accéder ici auparavant. Malal, les volontaires verts et moi avons pris l'initiative de rendre propre cet endroit. L'espace est aménagé avec l'appui de son frère Malal Talla, un célèbre rappeur connu sous le sobriquet Fou Malade. Dans ses activités, il est aussi assisté par d'autres habitants de sa commune, Warinan Mimzat, dans la banlieue de Dakar. Nous faisons tout ce qui a trait à l'horticulture. Nous produisons ce que nous transformons. Nous avons des cocotiers, des arbres fruitiers, des fruits et des légumes, des épices également pour surtout réduire la consommation des bouillons. Nous avons pratiquement tout sur place.
Aménagé depuis 2017, on y cultive des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et d'ornements, des feuilles pour faire de la tisane. Cette tisane est d'ailleurs le produit le plus vendu dans cet espace. On diversifie souvent beaucoup de cultures ici, dans cet espace. On continue toujours à faire une production et aussi à gérer le terrain de telle manière qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle production, on le remplace avec des repiquages. D'ailleurs, c'est un maraîchage continu jusqu'au début de l'hivernage. À partir de l'hivernage maintenant, on cherche à faire des cultures hybrides pour permettre à ce que le reste de l'hivernage, parce qu'il y a beaucoup d'eau usée qui rentre, bon, on cherche à travailler avec d'autres espèces qui peuvent résister avec l'hivernage. Une application aussi pour les jeunes qui ont déjà leur diplôme, qui ont leur attestation, ils sont là avec moi. En attendant d'autres qui vont venir pour leur formation. Eux, ils font leur application ici, ils continuent à se formater, ça leur permet vraiment d'avoir de l'expérience. Dès qu'ils sortent d'ici, ils auront aussi d'autres projets pour continuer le travail. Après Pikine, cap sur Guédiawaye, une autre commune de la banlieue de la capitale sénégalaise. Il nous aura fallu près de 2 km de route pour arriver dans cet espace de 2500 mètres carrés. Le site, situé en face de la direction des eaux et forêts de Guédiawaye, est mis à la disposition de Fatimata, encore appelée Toloyaï Fatim. Il y est pratiqué l'horticulture. On est là depuis 4 mois maintenant. Ici, on fait du maraîchage, la culture maraîchère. Oui, bon, c'est avec, je veux dire, c'est une passion. Voilà, c'est une passion, nous tous. Bon, voilà. C'est pas longtemps, ça fait pas longtemps qu'on a appris les choses, mais vraiment, on se plaît bien là-dedans. Voilà. On est organisé, il y a notre président qui vient d'arriver tout à l'heure, peut-être c'est lui-même qui devait être là. Moi-même, je suis chargé de l'exploitation du travail sur le terrain. Mais on a un bureau. Ici, on est là parce que c'est une passion. Ouais. C'est une passion, on est là pour faire le maraîchage, quoi. Ma vocation était la santé et j'ai transféré d'ambition, quoi. Un petit oasis de fruits tels que des bananiers, des corosoliers et bien d'autres espèces. On est dans la zone des bananiers, des cocotiers, carasoliers, en quelque sorte les arbres fruitiers. Bon, la moitié de l'autre espace, nous avons le maraîchage qui est séparé là où il y a les poivrons, les aubergines, salades, etc. et oignons. Tout ça est cultivé de l'autre côté. Une vingtaine de jeunes viennent s'y former ou s'y perfectionner. Ils sont là pour la plupart depuis le mois de décembre. On peut faire beaucoup de choses avec eux. Bon, sans compter que bon, il y a d'autres espaces qu'on peut aller voir. On nous invite là-bas à venir s'appliquer là-bas. Il y a d'autres vergers qui sont à l'intérieur, ils font appel à nous. Parce que nous sommes une main-d'œuvre quand même. Mais ça leur permet aussi de se former et puis d'augmenter leurs connaissances en matière de maraîchage et de l'horticulture. Oui, c'est vendu. C'est vendu parce que nous avons une association qui permet de canaliser tout ça. Après, on va voir les recettes et les parts. C'est divisé en 3 parties. Leur première production a déjà été écoulée, mais ils comptent aller encore plus loin. Un de nos soucis, c'est le manque d'espace approprié pour faire de grandes productions. Bon, peut-être être un fermier, j'y pense souvent, quoi. Peut-être être un grand fermier avec beaucoup d'animaux et la culture maraîchère en quantité, quoi. Dans ce jardin, leur modèle est entièrement basé sur l'agriculture écologique, respectueuse de l'environnement. Le principal problème réside dans les difficultés d'accès à l'eau pour l'irrigation. Première production bi yakarna mom lañu ñëk récolter muy salade jaay nañ ci kané salade tamit
Nous sommes ici depuis le mois de décembre et nous avons déjà eu à faire des productions de salades que nous avons déjà vendues. Nous avons aussi récolté du poivron. Hormis cela, s'ajoute le manque d'eau pour l'irrigation. Nous avons des soucis allant dans ce sens. Il nous a fallu faire quelques économies pour mettre en place un mini-forage qui nous sert et malgré cela, le problème persiste. L'exploitation d'espaces à Dakar est un défi dans l'agriculture à petite échelle. Elle peut néanmoins contribuer à la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire tout en préservant l'environnement. L'exemple de ce jardin de Fatim en est un. Une pratique que de plus en plus de Sénégalais cherchent à développer et à promouvoir en zone urbaine. De retour sur le plateau de Médien pour la seconde partie de l'émission Croissance verte. Monsieur Touré, déjà, quel regard portez-vous sur ces activités développées dans ces jardins que vous avez vus tout à l'heure dans la banlieue de Dakar, à Pikine et à Guédiawaye plus particulièrement? Bon, en réalité, c'est quelque chose à saluer, très sincèrement, c'est quelque chose à saluer. Mais aussi, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Parce qu'à l'origine aussi, les gens avaient l'habitude de vivre avec les végétaux, ils avaient l'habitude de vivre avec le monde végétal. Vous voyez, depuis la nuit des temps même. Mais aujourd'hui, avec l'urbanisation, c'est le fait qui a causé que les gens aujourd'hui ont tendance à réduire les surfaces agricoles. Mais aujourd'hui, quand on parle des problèmes de réchauffement climatique, des problèmes de sous-développement, des problèmes de manque de productivité. Mais justement, l'urbanisation que vous venez d'aborder tout à l'heure, on constatait que Dakar, la capitale sénégalaise, on y voyait beaucoup plus de bâtis, de constructions en dur, mais de plus en plus, on constate le retour de ces jardins agroécologiques et autres espaces verts dans la capitale. Déjà, vous, en tant qu'agronome, comment est-ce que vous accueillez cela? Non, c'est quelque chose à saluer, comme je viens de vous dire. Et ça confirme que les gens ont tendance aujourd'hui à comprendre les enjeux et à faire recours sur l'ancien mode de vie. Parce que les gens ne peuvent pas vivre en dissociant le monde végétal et le monde animal tel que nous en faisons partie. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose à saluer, à promouvoir, mais aussi on sent qu'il y a des difficultés via le reportage qu'il va falloir, peut-être on va y arriver, une bonne organisation. Tout à l'heure, on va y revenir tout à l'heure. Et dans ces jardins visités par nos reporters, d'ailleurs, le modèle est entièrement basé sur l'agriculture écologique, respectueuse de l'environnement. Selon vous, comment est-ce que ces jardins et forêts urbains contribuent à la promotion de l'agroécologie, puisque pour la plupart, c'est l'agroécologie qui y est promue? Bon, ça peut le faire de diverses manières. Et en premier lieu, cela nous permet de savoir qu'aujourd'hui, les gens se sont conscientisés de l'ensemble des pratiques agricoles antérieures, telles que l'agriculture conventionnelle et autres. Donc aujourd'hui, ils ont senti la nécessité de faire recours à l'agriculture écologique, comme vous avez dit. D'autres vous disent, on parle de l'agrosystème, d'autres vous parlent de l'agriculture raisonnée, ou de la permaculture. Il y a pas mal d'appellations, mais l'important c'est le contenu. Et le contenu, c'est aujourd'hui, les gens sont conscients qu'il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui ont causé à cette dégradation du milieu. Et vous, qu'est-ce que vous entendez par le contenu, par rapport à ces concepts que vous venez de soulever? Le contenu, c'est la manière de produire. Parce qu'il y a une idée derrière. Parce que quand on parle d'agroécologie, faire des pratiques agricoles se souciant de l'environnement, c'est parce que donc il y avait ou bien il y a d'autres modèles de pratiques agricoles qui ne se soucient pas de l'environnement ou bien qui causent des dégâts à l'environnement. Donc le contenu, c'est de quelle manière on va s'approprier à l'agriculture, on va s'adapter à l'agriculture en se souciant des changements climatiques dont certains on ne peut pas les contrôler, d'autres c'est à notre faute à l'origine. Comment on va s'adapter face à ces problématiques. Mais aussi il y a autre chose qui est très important. C'est le développement galopant humain, compte tenu de l'urbanisation. Il y a aussi l'aspect sanitaire et il y a l'aspect de la sous-production. Et comment ces difficultés que vous avez soulevées peuvent être prises en compte au niveau de ces producteurs ou bien par ces producteurs en milieu urbain? Tout simplement, ça passe inévitablement par le système de production, la manière dont on se donne à la production. Par exemple, là, vous voyez par rapport au reportage, ils ont parlé des problèmes d'eau, qu'ils ont des problèmes d'eau, mais parmi les pratiques, il y a des systèmes qu'on organise de telle sorte qu'avec les problèmes de stress hydrique ou bien les problèmes de manquement d'eau, ça les réconforte à un moment donné. Vous voyez? Donc c'est un ensemble de pratiques qui est promis ou bien c'est un ensemble de pratiques qui est favorable à un territoire donné,
à un ensemble de... Et par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce des cultures aujourd'hui qui peuvent se faire avec peu d'eau ou bien est-ce des méthodes de conservation de l'eau pour les utiliser en période de manque? De quoi voulez-vous parler? Il y a des exactement? cultures qu'on peut utiliser qui n'ont pas besoin important d'eau. Il y a aussi la manière de protéger le sol. Il ne faut pas laisser le sol vide. Il faut mettre une couverte végétale. Il faut mettre le maximum de matière organique qui va retenir l'eau, de telle sorte que vous n'aurez pas besoin à chaque fois d'apporter de l'eau ou faire de l'orage et autres. Donc il y a de ces techniques qu'on associe. Quand on parle d'agroécologie, c'est un ensemble de techniques qu'on associe pour mener à bien au développement durable et avoir une production de qualité. Et justement, par rapport au sol dont vous avez parlé tout à l'heure, nous l'avons vu dans le sujet de reportage, ils font l'agriculture en période sèche, si je peux l'appeler ainsi. Ils font de l'agriculture au niveau de l'horticulture plutôt, c'est-à-dire du maraîchage. Et après aujourd'hui le maraîchage, en saison des pluies, ils font des cultures beaucoup plus adaptées aujourd'hui à cette saison-là. Et qu'en est-il aussi de cette conservation du sol pour ne pas trop fatiguer également le sol, puisque à un certain niveau, les sols ne produisent plus de la même façon qu'avant. Comment faire aussi pour préserver le sol pour que ce soit toujours aussi productif en matière de rendement? Bon, dans ce sens, il y a plusieurs pratiques à adopter. Il y a des pratiques qui sont exclusivement dédiées à la conservation du sol. Il y a des pratiques qu'on peut aussi faire pour renouer ou bien donner vie à la fertilité du sol. Il y a différentes pratiques. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ne pas laisser la terre vide. Le couvert végétal. Le couvert végétal. Vous voyez, et le couvert végétal, je vous ai parlé une fois de fait de retenir l'eau. Et ça permet aussi d'éviter, parce que là, vous voyez, par rapport au reportage, ils sont dans les zones côtières. Vous voyez, donc il y a cet aspect de les régions éoliennes qui interviennent à chaque fois et qui amènent les particules du sol. Vous voyez, donc ça participe à l'appauvrissement des sols aussi. Donc il y a des panoplies de méthodes à adapter, même aussi selon les cultures. Vous allez faire des cultures à courte saison qui, par rapport à ces difficultés-là, ils ne vont pas les sentir arriver au moment des récoltes. Des cultures adaptées selon chaque saison. Et comment est-ce que cette agriculture urbaine peut aussi répondre aux besoins de subsistance des ménages urbains, des ménages en ville? Bon, ça peut répondre à ces besoins sur diverses manières. En premier lieu, il faut cultiver ce dont vous avez besoin. Et par rapport à vos besoins, il y a des saisons. Il y a de ces cultures aussi exclusivement dédiées à des types de sols. Par exemple, là, ils sont dans un sol qu'on appelle le sol Dior. C'est un sol sable. Il y a des cultures exclusivement qu'on dédie à ces types de cultures. Maintenant, si vous cultivez ce dont vous mangez, vous les cultivez à des quantités suffisantes. Et par rapport aussi aux pratiques agricoles que vous menez, je pense que ça va à un moment donné répondre à vos besoins. Et la production ou bien cette foresterie urbaine, est-ce qu'elle pourrait aussi être une solution à la production de semences? Je m'explique. La plupart des graines et autres semences utilisées par ces producteurs en ville sont souvent produites par eux-mêmes. C'est-à-dire que souvent, après leur production, ils prennent certaines de ces graines qu'ils réutilisent après comme semences pour perpétuer cela. Vous savez pour quelle raison c'est important de produire ces semences-là dans ces milieux-là? Une fois que vous les cultivez dans ces milieux, d'abord la plante s'adapte d'abord dans le milieu avec toutes les difficultés qu'il a. La plante, s'il arrive à produire, donc la plante sait s'adapter d'abord. Donc au niveau de la propriété génétique, il y a ces aspects qui vont permettre à la plante automatiquement de lui permettre de lutter contre les attaques dans le milieu, mais aussi face à d'autres intempéries. Donc, obligatoirement, et dans les systèmes de lutte d'agroécologie, on privilège les semences de qualité. Et si vous arrivez à sortir cette spéculation dans la zone dont la mer a pu s'adapter dans le milieu, donc en premier lieu, dites-vous que vous avez franchi les premières étapes. Donc, c'est très bien de produire les semences dans le milieu. Et puis, par rapport aux semences qu'aujourd'hui qu'on utilise, il y a beaucoup d'aspects qu'on ne maîtrise pas sur ces semences-là. Alors que les semences produites par le producteur même sont des semences que ce producteur maîtrise beaucoup plus. Et quels sont les préalables et autres prérequis aujourd'hui pour arriver à ce que l'agriculture urbaine fournisse un approvisionnement alimentaire durable et de qualité? Il faut mettre les dispositifs. Les dispositifs sont vastes. Et parmi ces dispositifs-là, inévitablement, il y a la terre à cultiver. Il y a l'ensemble des techniques dont on a besoin. Comme je vous ai tout à l'heure dit, face à un milieu donné, les différentes pratiques agricoles diffèrent. Face à un milieu donné ou bien face à une culture donnée, les pratiques agricoles diffèrent. Donc obligatoirement, on doit faire recours à la connaissance, c'est la formation.
il faut une bonne formation et la maîtrise de l'ensemble de ces facteurs, la maîtrise de l'eau, la maîtrise du milieu, l'acclimatation aussi des espèces végétales qu'on utilise. Et parlant de la formation que vous venez de soulever tout à l'heure, l'on constate aussi que dans la plupart de ces jardins, cette formation-là est de mise puisque beaucoup de jeunes qui sont même dans des écoles de formation en horticulture ou en agriculture viennent dans ces périmètres agricoles pour renforcer leurs capacités. C'est d'ailleurs votre cas au niveau de vos différents périmètres agricoles. Vous recevez également des étudiants et autres élèves qui s'intéressent à ces questions. Pourquoi ce choix de davantage miser sur la formation agricole, surtout au niveau des jeunes? Mais la formation, elle est inévitable pour dans n'importe quel secteur donné. Par exemple, je suis pêcheur et on ne m'a pas appris à pêcher. Donc, il y a ces techniques dont je ne pourrais pas utiliser normalement. Donc, la potentiel nécessaire ne sera pas là. Donc, obligatoirement, pour tout secteur, il faut que les gens soient bien formés. Donc, et je vous dis, par rapport à l'agriculture aussi, je vous dis une chose. Les gens ont tendance à théoriser l'agriculture, telle chose. Mais la théorie et la pratique, c'est deux choses différentes. Vous voyez, d'habitude, on dit à nos stagiaires ou bien aux étudiants que nous encadrons, si la théorie était un coffre-fort, la pratique, c'est la clé qui l'ouvre. Il faut obligatoirement pratiquer, il faut systématiquement pratiquer. Et comme je vous parle de la pratique... Et justement, par rapport à cette pratique, vous venez de dire que souvent la théorie et la pratique, il y a un net fossé ou bien une grande différence. Ces élèves-là ou bien ces étudiants qui viennent directement de l'école pour venir s'acclimater au niveau de vos périmètres agricoles, comment est-ce qu'ils vivent l'expérience? Bon, eux, vous voyez, à l'entame, ils vont vous dire que ça, on m'a appris à l'école, ceci... On ne devait pas la faire comme ça. Souvent, je leur dis, mon cher, il faut faire attention par rapport à l'agriculture. Même nous, soit des gens qu'on est des spécialistes, on apprend chaque jour. L'agriculture, c'est à la quête perpétuelle de la connaissance. Parce qu'à chaque fois, comme je vous dis, hormis l'agroécologie, je vous parle, à chaque fois, on s'adapte à l'agriculture. Tu peux avoir un tel programme que tu vas dérouler, mais de jour en jour, tu vois qu'il y a des choses qu'il faut changer. Et là, c'est la réalité du terrain, c'est le terrain qui vous l'exige. Et par rapport à cette réalité du terrain, les villes comptaient 472 millions d'habitants en 2015, selon l'Organisation des Nations Unies. Et à l'horizon 2030, il se posera le défi de nourrir ces populations citadines-là, parce que le continent comptera quelques 760 millions de citadins contre plus de 600 millions aujourd'hui. Donc, est-ce que cette forme d'agriculture pourrait être, selon vous, une solution à la question de la sécurité alimentaire en ville? Mais bien Puisque sûr. vous avez parlé tout à l'heure de l'urbanisation anarchique, également de la démographie galopante en milieu urbain, est-ce qu'aujourd'hui cette forme d'agriculture pourrait constituer une solution? Mais bien sûr, ils peuvent constituer largement une solution. Comment? Même si on ne vous parle pas à 100%, mais à 80%, ils peuvent le résoudre. Comment? Vous voyez, parce que les moyens dont ont besoin la plante pour croître, pour se développer, pour produire, ça ne se retrouve pas au sol. Hein? Majoritairement, ça ne retrouve pas le sol. Vous savez, les éléments essentiels qui composent la plante, c'est l'élément carbone, l'azote et autres. Et le carbone, c'est un élément atmosphérique. L'azote, c'est un élément atmosphérique. Je pense que ça représente plus de 70 à 72% des gaz atmosphériques. Donc, vous voyez, et la terre aussi n'est rien d'autre qu'un substrat végétal. Parce que les gens arrivent à cultiver hors sol. Vous voyez, donc l'important, c'est de savoir quels sont les besoins d'une telle spéculation, ou bien des spéculations données. Ouais. Et dans quel milieu environnant cette plante va évoluer. Et parmi ces pratiques dont je viens de vous parler, que ce soit l'agroforesterie, l'agriculture urbaine y inclut l'agroécologie, il y a une panoplie de techniques qu'on met ensemble pour arriver à terme. Et par rapport à ces techniques, souvent ces initiatives agricoles sont menées de façon séparée, avec soit par des particuliers ou bien des associations et autres GIE. Est-ce qu'aujourd'hui, s'ils se mettaient ensemble au sein de grands groupements aujourd'hui et de professionnels, cela ne les pas davantage impacté sur leur production et également sur d'autres aspects, pouvant avoir plus d'impact en tout cas pour ce qui est de leur production? Mais effectivement, quand on s'organise, on a beaucoup plus de force que de travailler en solo. Mais certes, vous m'avez parlé de GIE, donc il y a un groupement, il y a une entité qui se réunit. Il y a aussi des gens qui travaillent en coopérative. Heureusement, on est arrivé un peu à sensibiliser les gens à cela. Mais néanmoins, on pourrait beaucoup plus travailler en synergie
par exemple, si vous avez un groupement, tel groupement, de les regrouper à nouveau à de grands regroupements. Par exemple, en fédération. Très bien, ou bien en fédération. Mais aujourd'hui même, on a beaucoup avancé par rapport à ça. On travaille avec des coopératives et autres. Et le plus important, c'est de les sensibiliser ou bien de les actualiser par rapport aux nouvelles pratiques. Parce qu'aujourd'hui... Et si on reste avec ces nouvelles pratiques-là, l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui mise beaucoup sur les forêts urbaines pour rafraîchir les villes en Afrique et même en Asie. Comment est-ce que ces forêts urbaines, selon vous, peuvent aider à lutter contre le changement climatique? Bon, ça peut aider à lutter contre le changement climatique par plusieurs formes. En premier lieu, on sent que quand on parle de changement climatique ou bien de réchauffement climatique, c'est l'élément carbone qui pose problème, n'est-ce pas? Alors que cet élément carbone-là, la plante en a suffisamment besoin pour assurer sa photosynthèse, ou bien pour assurer sa physiologie normale, de manière générale. Vous voyez? Donc, si la plante a besoin de cet élément carbone-là, mais il faut mettre en place des dispositifs végétaux. Il faut planter le maximum d'arbres. En premier lieu, je vous parle de planter le maximum d'arbres, mais aussi de séquestrer cette carbone-là. Et la séquestration de cette carbone, ça peut inévitablement passer. Le fait que tout à l'heure, je vous ai parlé de planter le maximum d'arbres pour la séquestration de carbone. Nous en sommes malheureusement à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes agronome, consultant et fondateur aussi de 221 Agri Consulting. Merci beaucoup, M. Touré, d'avoir été avec nous. Oui, merci beaucoup, M. Sow. C'est un plaisir d'être avec vous et tous les internautes de MT1 TV. Et merci également à vous pour cette nouvelle disponibilité. Merci aux collègues de l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.